Hello, je suis Aline, coach business chez The Bee Boost. Après des années de freelance en tant que retoucheuse photo, je suis devenue coach business et j'aide désormais les entrepreneurs à booster leur entreprise. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience, de partage et d'une bonne dose de bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que vous puissiez développer le business de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui, je sais, vous passionne et vous terrorise en même temps puisqu'on va parler de vente et tout particulièrement de comment vendre avec plaisir et authenticité, des mots qu'on n'a pas forcément l'habitude de mettre au sein d'une même phrase, encore moins au sein d'un même titre. Donc je suis trop contente d'aborder ce sujet aujourd'hui et d'autant plus contente que mon invité est un maître en la matière. Il a un grand sourire en m'entendant dire ça. Lingen, bienvenue sur le podcast, c'est un plaisir de t'avoir. Comment vas-tu ? Merci beaucoup, Aline, pour l'invitation. Je sais que pas mal de personnes dans ma communauté suivent ton podcast, donc je suis d'autant plus heureux d'être là. Je vais très bien, merci. Et puis, hâte de parler effectivement d'un sujet aussi important que passionnant quand on l'aborde d'un bon angle, j'ai envie de dire. Petit spoiler sur ce qui s'apprête à suivre au sein de cet épisode, j'adore. Lingen, j'ai pris l'habitude de présenter moi-même mes invités. C'est l'occasion de vous souhaiter la bienvenue sur le podcast, de vous passer la pommade. Est-ce que tu es prêt ? Écoute, vas-y, je me tiens à la table. Je suis prêt. Tiens-toi à ta chaise, prends un petit mojito, laisse-toi porter, ça va bien se passer. Alors, pour la petite histoire, parce que j'aime bien aussi remettre les choses dans le contexte, la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était parce que tu avais fait une collaboration sur un événement, je crois que c'était en 2018 ou alors tout début 2019. J'étais pas encore à temps plein sur The Bee Boost et c'était un événement dont j'avais entendu parler à travers Mélanie de Wonder Wild Queen, qui était une personne avec qui j'ai échangé beaucoup à l'époque. Donc voilà, et puis après, tu étais toujours un petit peu dans mon viseur, mais on n'avait jamais eu vraiment l'occasion d'échanger ensemble, toi et moi, jusqu'à ce qu'on collabore sur ton sommet coach en mission. Une première fois à l'hiver 2021, donc ça commence à dater maintenant, et une seconde fois récemment en juin 2022. Et c'est vraiment à travers ces deux collaborations que j'ai un petit peu plus pu apprendre à te connaître toi, à connaître ton business. Donc tu es entrepreneur depuis 12 ans maintenant. Enfin, j'ai envie de dire déjà waouh, parce que tu fais partie des premiers, des very first. Yes, j'ai connu Yahoo, Lycos, tout ça. Comme tout entrepreneur qui l'a depuis plusieurs années, tu as aussi eu différents parcours, différents positionnements. On ne reviendra pas sur lesquels certains qui sont peut-être très curieux pourraient aller, on va dire, chercher du côté de tes toutes premières vidéos YouTube et pourraient découvrir des secrets cachés depuis longtemps. Mais on va juste rester sur ton positionnement actuel. Donc, tu es fondateur de Coach en Mission et ton job, c'est d'aider les coachs à vivre de leur passion tout en ayant un impact sur le monde. Même si aujourd'hui, le discours ne va pas parler qu'aux coachs parce qu'on va vraiment parler à tous les entrepreneurs. Tu es l'hôte du podcast du même nom, auteur de 2 livres, Le Guide du blogueur et Coach Prosper, qui est ton dernier livre en date. Félicitations pour ça. Papa d'une petite fille de 2 ans, mariée, vivant en région parisienne, si quelqu'un a besoin de ta carte d'identité complète. C'est ça. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Écoute, ça m'a l'air assez complet et puis je pense qu'on aura l'occasion de faire connaissance d'autant plus avec ton audience durant l'interview. Écoute, je propose d'entamer et de mettre directement les pieds dans le plat. Comme je disais, la vente, c'est un sujet à la fois qui passionne, mais aussi qui fait très peur. Parce que généralement, déjà, c'est le cœur du business, d'arriver à vendre ses produits et ses offres. Si on ne vend pas, on n'a pas de business, on a une œuvre charité ou un truc comme ça. Mais c'est quelque chose que souvent les gens détestent ou alors ils freinent des 4 fers pour y aller. Très rares sont les gens qui disent « j'adore vendre » encore plus dès le début. Toi qui as l'habitude de beaucoup bosser avec des coachs, mais aussi beaucoup avec des entrepreneurs dont c'est la spécialité, qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'on n'aime pas vendre et qu'on y va à reculons quand on est en business ? Ouais, c'est un sujet qui me passionne parce qu'en fait, moi, ça fait 12 ans que je suis entrepreneur et si j'avais eu une meilleure relation à la vente, j'aurais été à un autre niveau. Non pas que je suis pas fier de mon parcours, c'est juste que quand tu sais que tu fais du bon travail, tu as une communauté, tu es généreux, tu bosses dur, mais qu'en fait, tu vois, c'est comme si tu avais un super beau magasin mais qu'il n'y avait pas de caisse enregistreuse, tu vois. Et tu te dis, j'adore mince, la métaphore. tout cet effort et en fait, ça te coûte du temps en plus, de l'argent. J'ai envie de dire du temps avec tes amis, avec tes proches. Donc, moi, c'est un sujet qui me tient à cœur et donc, je me suis beaucoup introspecté, j'ai beaucoup accompagné et pour faire simple, il y a 3 niveaux de blocage par rapport à la vente que j'aimerais te présenter. Le premier, c'est méthodologique, c'est rationnel, c'est-à-dire que on ne sait pas vendre. Et le truc, c'est que
c'est pas un truc qu'on apprend à l'école, c'est pas un truc qu'on apprend avec sa famille, sauf si on a des parents qui sont dans le commerce et c'est top pour vous si c'est le cas. Et donc, la première chose, c'est d'apprendre à vendre. Donc, en suivant des podcasts comme celui-ci, en lisant. Et tant qu'on ne sait pas comment vendre, eh ben, c'est que de l'improvisation. Et quand c'est que de l'improvisation, eh ben, c'est frustrant parce que chaque échec, on le vit comme étant un échec personnel. C'est vrai. C'est-à-dire, la personne me rejette, elle m'aime pas, je ne suis pas aimé. Alors que, en fait, ça n'a pas grand-chose à voir avec ça. C'est surtout parce qu'on n'a pas réussi à vendre. Donc déjà, il y a le fait de ne pas savoir, donc c'est quelque chose d'inconnu. Le deuxième point, je viens de l'aborder aussi, c'est la partie émotionnelle de la vente. C'est mon rapport au rejet, mon rapport à l'échec, le lien que je vais faire. Tu sais, surtout quand on débute dans l'entrepreneuriat, le business, c'est nous, en fait. Tu sais, on ne fait qu'un. Donc, dès qu'on n'arrive pas à vendre, on n'est pas apprécié. Bref, il y a beaucoup d'émotionnel dans la vente. Je peux d'ailleurs vous donner une petite astuce. Quand vous êtes en vente, notamment au téléphone, on apprend que on ne doit pas parler plus vite parce que sinon, ça montre que on n'est pas à l'aise et ça donne un mauvais signal. Et du coup, tout cet émotionnel, quand c'est difficilement la gérer, ça affecte la vente. Donc, comme on n'arrive pas à gérer l'émotionnel, la vente est plus difficile. Puis, le troisième point, c'est beaucoup plus loin et j'espère faire gagner des années à ceux qui nous écoutent parce que moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça. C'est que, en fait, c'est quelque chose d'identitaire. Mon incapacité à vendre, mon auto-sabotage par rapport à la vente me permet de rester dans une certaine identité qui est confortable. Qui est, moi, par exemple, dans mon cas, je suis un enfant d'immigré, je suis un enfant d'employé, d'ouvrier. C'est ma zone de confort. J'ai pas connu l'abondance financière. Donc, c'est paradoxal, hein, parce que tout ça, c'est subconscient. Mon subconscient me fait ne pas gagner plus d'argent parce que sinon, je sais pas quoi faire avec mon argent. Je vais peut-être devenir une autre personne et du coup, auto-sabotage. Et c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à vendre. Et c'est comme ça c'est comme ça qu'on arrive, par exemple, à des mois où on fait des super chiffres d'affaires et après, on retombe à un autre niveau plus bas parce qu'en fait, en moyenne, notre zone de confort, elle est plus faible. Donc, si notre thermostat est à 10 000 euros et qu'on fait 15 000 euros pendant 3 mois, les 3 prochains mois, on va faire 5 000 euros parce qu'on veut retomber à notre thermostat qui correspond à notre identité. Voilà, c'est en résumé mes 3 grosses analyses. Donc, la partie méthodologique, la partie émotionnelle et la partie mindset identitaire qui fait qu'on a du mal à vendre. Tu viens déjà de me retourner le cerveau en quelques minutes. Merci. C'est vrai que on identifie souvent les freins méthodologiques, les freins émotionnels, c'est ce dont on entend le plus parler. C'est hyper intéressant, le frein identitaire. Et j'adore parce qu'effectivement, c'est ce qui amène tous les processus d'auto-sabotage, conscients ou inconscients d'ailleurs, qui est dans mon identité, qu'elle soit confortable ou pas confortable, mais qui est mon identité connue et donc que mon cerveau adore par définition parce qu'il connaît, même si ça ne me sert pas forcément. Dans mon identité, je ne suis pas quelqu'un qui vend pour X ou Y raison. Et j'imagine que tu dois d'autant plus voir ça chez les coachs. Et moi, je le vois beaucoup chez toutes les professions du bien-être, de l'accompagnement, de l'humain aussi, qui est je suis là pour aider les gens. Mon identité, c'est d'aider et pas de demander de l'argent. Et si je demande de l'argent, je vais me transformer en quelqu'un d'autre qui n'est pas moi, qui n'est pas la personne que je veux être. Et du coup, j'ai même pas intérêt à savoir vendre parce que ça fera de moi quelqu'un de différent. C'est clair, c'est complètement ça. C'est-à-dire que, pas dans l'air du temps de stéréotyper, mais je pense que ton audience est capable de comprendre que je veux dire. C'est que souvent, les femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat sont des personnes très relationnelles. Et du coup, leur identité, c'est quoi? Et du coup, ça veut dire qu'elles aiment bien être dans des relations harmonieuses avec son environnement. Et si on développe notre fibre commerciale et on commence à faire des stories où on parle de nous, faire du personal branding, on a aussi peur de ce que les gens vont penser de nous. Chose qui peut être complètement faux, hein. Quelquefois, on se fait des films. Et du coup, c'est ce qui fait que malheureusement, les hommes arrivent plus facilement à vendre et à s'enrichir que les femmes parce que les gars sont en mode, moi, je m'en fiche de ce que les autres pensent. Et puis, comme ils traînent avec d'autres hommes qui admirent leur performance, limite, ça les arrange, tu vois. Donc, il y a aussi ce côté-là. Et puis, c'est pas forcément le sujet du jour, mais j'en parle quand même pour anticiper un peu. Ceux qui arrivent déjà à vendre, il y a un autre niveau d'auto-sabotage que moi, je vis depuis des années en toute transparence. C'est OK, j'arrive à vendre, c'est bien,
mais maintenant, il faut garder l'argent aussi. Et comme j'ai cette identité d'enfant d'immigré qui a toujours des dettes, bah, même quand j'en gagne, je vais le dépenser, je vais le dépenser. Voilà, donc ça, c'est juste pour aider les gens à anticiper. C'est pas fini. Une fois qu'on sait vendre, il y a un autre challenge potentiel, mais c'est bien, je pense que les gens le gardent en tête. Et du coup, plus tôt vous allez travailler votre mindset et votre identité par rapport à votre business, par rapport à la vente, plus ça va régler en fait tous vos problèmes de business. Tout ce qui est délégation, optimisation, organisation. En fait, tout ça, au final, c'est un travail identitaire, si tu me permets. Ouais. J'adore que tu l'abordes sous cet angle-là. Effectivement, je pense que déjà les auditeurs vont pouvoir se dire ok, quels sont moi mes freins méthodologiques par rapport à la vente? Est-ce que je sais faire? Est-ce que j'ai appris? Est-ce que c'est une compétence que je maîtrise ou que je peux apprendre? La réponse est bien sûr qu'on peut l'apprendre et la développer. Quels sont mes freins émotionnels sur la peur du rejet, de l'échec, du refus? Parce que là, on en a tous, hein, on va pas se mentir. Même moi, je suis la première à avoir extrêmement peur du rejet, même quand je vends ou que je fais certains changements dans mon business. Et effectivement, les freins identitaires, c'est qui suis-je? Qui j'ai envie d'être? Quelle personne ai-je besoin de devenir pour atteindre mes objectifs, mes envies, le lifestyle qui me fait rire? Et ça, c'est un vrai questionnement de toute une vie, ça. Hein. Ok, bon, on a attaqué directement les choses sérieuses, j'adore. Dans le vif du sujet. Je dis souvent à mon audience que la vente, ça se passe en 3 étapes. Attirer, convertir, délivrer. Et du coup, j'aimerais bien qu'on suive un petit peu ce process pour la suite de l'épisode. Première étape, attirer. Comment est-ce qu'on fait avec toi, ton expérience en tant qu'entrepreneur de 12 ans, mais aussi ce que tu enseignes à tes coachés, à tes élèves, comment est-ce qu'on fait pour attirer les bonnes personnes? Et par bonne personne, tu m'as fait cette petite définition que j'ai beaucoup aimée quand on a échangé pour préparer cet épisode, et tu m'as dit, les bonnes personnes, ce sont ceux qui vont faire que tu vas prendre plaisir à leur vendre. Ça vend du rêve. Donc comment est-ce qu'on fait pour attirer les gens qui ont envie de nous écouter, avec qui on a plaisir à vendre? Ouais, c'est clair. Bah, question passionnante parce qu'effectivement, c'est le point de départ de tout. Alors, je peux adresser ça de 4 manières. Déjà, il y a des méthodes rapides mais plus éphémères et il y a des méthodes plus lentes et pérennes. On les veut Évidemment, toutes. voilà. Et je vais passer un peu ce spectre-là, mais évidemment, c'est un peu stéréotypé. Mais je pense que chacun pourra comprendre là où je veux en venir. Bah, les méthodes rapides et plutôt éphémères, c'est clairement, bah, si vous avez un gros budget publicité de 10 000 euros, vous prenez un media buyer, un prestataire, vous mettez 5 000 euros dans la pub, vous construisez un tunnel de vente où, en gros, vous offrez quelque chose de gratuit, la personne rentre, il y a une séquence d'emails, vous avez tous vu ça. Et puis après, vous vendez soit en evergreen, c'est-à-dire vous avez un truc automatisé, ou soit on fait comme toi, où on a des lancements une fois ou plusieurs fois par année. C'est simple, mais moi, c'est pas sur ça que j'enseigne beaucoup à mon audience parce que bah, ça demande un certain risque financier. Donc, c'est un chemin qui existe, vous le savez, mais moi, je veux plutôt parler des autres aspects et je pense en plus, c'est d'autres aspects que toi, tu as développés. Mais en tout cas, sachez que ça existe. Hein, vous pouvez littéralement, je sais pas, faire 100 000 euros le mois prochain, mais bah, avec les risques que ça comporte. Et puis, bah, le côté éphémère qui est que votre compte peut être bloqué, que si vous n'avez plus d'argent à mettre dans la pub, bah, il n'y a plus de prospects et puis bah, on repart de zéro. Et donc juste cette première méthode pour faire le petit point dessus, tu la mets dans le j'attire les bons prospects, ceux avec qui je vais avoir plaisir à vendre, parce qu'aujourd'hui, tout simplement, les outils algorithmiques de ciblage publicitaire permettent d'être extrêmement dans la dentelle par rapport au type d'audience qu'on vise et on peut être sûr que notre message sera vu uniquement par, entre gros guillemets, les bonnes personnes pour nous. C'est pour ça. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est intéressant, hein, ça marche, mais si vous me permettez, c'est quelque chose qu'on utilise un peu après avoir mis en place les autres méthodes dont je vais vous parler parce que c'est juste trop risqué. Et maintenant, vraiment, si vous êtes entrepreneur depuis 10 ans et que vous avez de l'argent en réserve, faites-vous plaisir. Évidemment, faites-vous bien accompagner aussi et ne fantasmez pas trop sur ce que ça vous a amené. Mais moi, j'ai connu des gens comme ça qui sont arrivés avec de l'argent qui, en faisant des choses bien, ont pu développer des business très rapidement. Donc, pour les 95 autres % des gens comme moi, à l'autre extrême, on crée du contenu qui va permettre aux gens de nous découvrir, ce qu'on appelle le marketing de contenu ou le inbound marketing. Je vais vous donner un exemple personnel, c'est peut-être plus simple. Moi, je sais que mes prospects sont des gens qui utilisent des outils type Calendly pour que leurs prospects, leurs clients prennent des rendez-vous avec eux. Calendly, c'est un outil où les gens peuvent prendre rendez-vous et vous n'avez pas besoin de faire des échanges. Donc, si je vais trouver des clients, ce que je fais, c'est que je vais aller sur YouTube, je vais publier une vidéo tutoriel de Calendly
Et je vais mettre des mots-clés du style tutoriel Calendly. De sorte que ma vidéo, si elle est un minimum correcte, les gens vont taper sur Google ou sur YouTube d'ailleurs, tutoriel Calendly. Ils tombent sur ma vidéo, ils se disent, tiens, le gars, il est sympa, il est pertinent, c'est efficace. Il fait un appel à action pour télécharger un niveau. Bah, cool, je vais cliquer dessus, je vais regarder, je rentre dans sa communauté. Et puis, si ça m'intéresse, bah, je peux devenir client. Donc ça, c'est une stratégie plus voilà, inbound marketing. On fait ça avec YouTube, mais ça peut être avec du SEO sur un blog, ça peut être avec le podcast. Voilà. Et les réseaux sociaux, Instagram, etc. Évidemment, les réseaux sociaux, c'est juste qu'il y aura moins le côté algorithmique SEO. Et du coup, justement, bah, je voulais en parler en troisième point. C'est-à-dire que on a à l'extrême la publicité, l'autre extrême, on a tout ce qui est marketing de contenu. Et au milieu, bah, on a les réseaux sociaux qui nous permettent, avec un peu de pub ou non, de faire un peu de marketing de contenu, comme tu l'as dit, mais aussi d'être dans un aspect social selling qui peut nous permettre d'avoir des résultats relativement rapidement, mais en échange, il va falloir dédier du temps. Et le social selling, c'est quoi? C'est, nous, on a une méthode qu'on appelle création. En gros, on crée du contenu. On va discuter avec les gens de manière proactive, surtout si on est au début de notre business. Et puis, petit à petit, on va le faire de moins en moins. C'est les gens qui vont venir vers nous. Et du coup, le but, c'est que les gens voient notre contenu, voient qu'on est pertinent d'un point de vue rationnel, mais qu'on soit aussi sympathique, attrayant d'un point de vue irrationnel, émotionnel, personnel. Et c'est là où on va aborder notamment le point d'attirer des clients qui nous ressemblent, des clients idéaux. C'est que, tout d'abord, si on crée pas de contenu qui intéresse les gens, bah, les gens n'ont pas d'intérêt justement à nous suivre. Mais il y a aussi la forme, ça c'est le fond. Et la forme, bah, encore une fois, tu le fais très bien. Tu as un ton, par exemple, tu mets beaucoup d'humour dans ce que tu fais et tu attires des gens comme toi. Et du coup, quand tu passes du temps avec eux, bah, tu as la garantie que ça se passe bien avec tes prospects, avec ta communauté, puisque c'est des gens qui se sont auto-filtrés. En gros, j'aime l'humour d'Aline, bah, je rejoins sa communauté. J'aime les blagues de merde d'Aline, je reste, sinon je me barre. C'est ça. Ou soit, voilà, j'aime pas les blagues d'Aline et c'est OK, bah, les gens ne viennent pas. Donc, automatiquement, tu te retrouves avec une communauté de gens qui aiment ce que tu fais. Donc, si ils aiment ce que tu enseignes et en plus, ils aiment comment tu l'enseignes, bah, là, c'est un peu jackpot. Maintenant, évidemment, il faut faire ça de manière constante, régulière, chercher à progresser. On peut ajouter des stratégies d'accélération du type on fait des 5-day challenge, on fait des sommets virtuels, on fait des lancements, des événements pour accélérer ça. Mais je pense que voilà, en tout cas, on a la panoplie de comment attirer des prospects si ça te va, sauf si tu veux approfondir un point. Parce que c'est juste que tu as parlé de 4 points avec un prisme. Donc moi, j'ai noté la publicité via... On conseille, et je le conseille aussi, de se faire aider d'une agence média ou d'un média buyer, etc. On a la création de contenu via du contenu algorithmique, podcast, vidéo et articles de blog. On a les réseaux sociaux avec le social selling, le personal branding aussi, c'est de ça dont on parlait. C'est quoi le 4e point ? Ouais, en fait, ce que je t'ai fait, c'est que je t'ai fait les deux extrêmes. J'ai fait le truc au milieu. Mais en fait, dans les deux extrêmes, il y a les deux autres points qui sont que si tu mets de la pub, ça coûte de l'argent et c'est rapide. Donc, c'est les deux points. En fait, pub, c'est rapide et par contre coûteux. Et de l'autre côté, quand on fait de la stratégie de contenu, c'est lent et chronophage. Voilà, c'est lent et chronophage. Mais par contre, c'est très pérenne. Voilà, c'est dans ce sens-là que j'ai pensé les 4. Et je pense qu'on peut rajouter du coup à cette liste de mon exemple personnel, tu as commencé à en parler, mais on peut peut-être appuyer un petit peu là-dessus, surtout l'aspect visibilité, moi ce que j'appelle le plan média. Donc c'est un mot qui parfois impressionne un petit peu, parce que généralement c'est réservé aux agences de presse, choses comme ça, mais qui est de soi-même se mettre en avant ou mettre en avant sa marque chez d'autres personnes, dans des podcasts, dans des sommets virtuels. De la même manière que toi aujourd'hui tu viens sur le podcast Je peux pas, j'ai business, c'est pour être visible auprès d'une audience qui peut-être ne te connaît pas encore. Et de la même manière que quand moi je suis venue intervenir dans ton sommet, c'était pour être visible auprès d'une audience qui ne me connaît peut-être pas encore. Et donc ça aide à accélérer en fait toutes les stratégies qu'on a mises en amont. Et je trouve ça
très, très efficace. Moi, j'adore. Bah écoute, c'est une très bonne précision. Merci. C'est vrai que c'est pas pour me la raconter. Parfois, Vas-y, j'ai tendance à fais-toi l'oublier plaisir, t'es à la maison. parce que c'est assez naturel pour moi dans l'idée de créer du contenu, mais tu fais très très bien de le préciser parce que même avec mes clients, j'ai parfois du mal à leur enseigner ça. Mais Lingen, comment on conduit une interview? Bah, je sais pas moi, juste tu discutes avec la personne, tu vois, j'ai du mal à enseigner. Non, non, tu as 100% raison. Nous, on le fait, hein. On fait des sommets virtuels. En fait, la meilleure manière pour vous faire interviewer ailleurs, ce qui est un des objectifs, c'est de vous être le Oprah Winfrey, quoi. Hmm. Si vous voulez, pour vous donner une idée d'un ratio, si ça peut, comme ça, je vous vends pas du rêve et en même temps, ça vous pousse à l'action. Si vous voulez vous faire interviewer une fois, interviewez 10 fois. Si vous voulez cette année être interviewé 10 fois, eh ben, interviewez 100 personnes et vous allez être interviewé 10 fois. Et sur les 10 fois où vous allez intervenir, bah, ça va être 20-80. Et on a deux qui vont vous apporter 80% des résultats. Et donc, du coup, c'est OK si après 4, 5, 6 personnes, il n'y a toujours pas de résultats parce que c'est la 9e et 10e interview qui va peut-être aussi vous apporter des résultats. Mais ouais, c'est top en tout cas. Merci de l'avoir précisé. Créer du contenu chez soi et créer du contenu chez les autres aussi, c'est hyper Mm. important, efficace. Ok, on avance dans ma petite chronologie. On en a parlé de comment attirer. Je pense que jusqu'ici, les gens ont peut-être appris des petites nuances, mais les auditeurs de Je peux pas, j'ai le business sont relativement habitués à m'entendre parler de création de contenu. En tout cas, si ce n'est pas votre cas. Mais que faisiez-vous jusqu'ici? Ensuite, on passe maintenant au sujet brûlant qui est la conversion. Donc, vendre. Comment est-ce qu'on fait pour vendre avec plaisir? Et pareil, là, tu m'as apporté une petite précision dans la préparation d'épisode que j'ai adoré, et je cite pour nos auditeurs, c'est-à-dire en apportant de la valeur et en ayant la sensation de déjà aider la personne, mais sans donner trop non plus. Parce que ça, c'est quelque chose que j'entends souvent. Comment je fais dans mon appel découverte quand je suis avec mon prospect pour donner envie à la personne de travailler avec moi, de lui donner déjà de la valeur, mais sans tout lui donner pour qu'elle reparte à la fin en disant bah, j'ai plus besoin de toi parce que j'ai déjà toutes mes réponses, quoi. C'est clair, c'est clair. Alors, sans pour autant reprendre les fondamentaux du marketing depuis le début, rapidement, ce qui est important, c'est à terme. Je dis à terme parce que pour le savoir, il faut prendre du temps, pratiquer pour vraiment trouver ce qui nous correspond. Ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on aime vendre qui correspond à notre personnalité. Par exemple, si vous êtes coach, formateur, est-ce que vous aimez vendre de la formation et être un peu plus distant de votre client ou vous aimez faire du 1-à-1 avec vos clients? Évidemment, plus c'est distant, moins vous allez vendre cher. Plus vous allez faire du 1-à-1, plus vous allez vendre cher. Pourquoi c'est important? Parce que il n'y a pas une manière de vendre. En fonction de ce que vous vendez et le tarif de ce que vous vendez notamment, la méthode va changer. Typiquement, si demain vous vendez des Airbus, eh ben, il va falloir rencontrer des gens et justement prendre l'avion pour rencontrer vos prospects et faire plein de réunions et montrer des maquettes, etc. Si demain vous vendez une coque iPhone, vous la vendez pas en allant chez votre prospect. Il risque de flipper un petit peu si vous faites ça. Donc ça, c'est important déjà de comprendre. Maintenant, si on part sur l'exemple de on vend des produits plutôt à 1000, 2000 et plus, pour moi, surtout à notre époque, ce qui va être important, c'est de passer du temps avec ses prospects. Pourquoi? Parce que la première, c'est une étude de marché. Passer du temps avec vos prospects, ça vous permet de comprendre quels sont leurs véritables besoins et pas ce que vous devinez ou ce que vous aviez besoin à l'époque. Et en plus, ça vous permet de travailler les objections que vos prospects ont. Du style, je peux pas payer en une fois, j'ai pas le temps, j'aime pas regarder des vidéos, bref. Et tout ça, ça vous permet d'améliorer votre communication de sorte que vous aurez de moins en moins besoin de temps à dédier à vos prospects parce que vous aurez anticipé toutes les objections. Voilà. Donc, ça, c'est hyper important. La première chose, c'est ça, c'est de passer du temps avec eux. Et la deuxième chose, c'est qu'on est dans une économie finalement quand même de plus en plus mature où il y a de plus en plus de concurrents. Et du coup, se démarquer juste parce qu'on a un bon produit et une belle page de vente, ça marche, mais ça va marcher de moins en moins. Ce que les gens veulent, c'est du relationnel. Et ça aussi, je sais que tu le fais très bien. Et ce relationnel-là, pourquoi il est important? Parce que quand on crée une intimité, du relationnel avec nos prospects, ça leur permet de ressentir qu'ils sont compris, qu'ils sont appréciés et qui ne sont pas jugés.
Le fait qu'ils se sentent compris, qu'ils se sentent appréciés et qu'ils sentent qu'il y a quelqu'un aussi qui croit en eux, bah, ça leur donne envie, pas juste d'acheter votre produit, c'est pas ça en fait, la vente. Ça leur donne envie de croire en eux et d'y aller et de passer à l'action. Et comme il faut passer à l'action et qu'ils croient en eux, la prochaine étape pour eux, c'est de se dire, bon, OK, est-ce que me faire accompagner ou suivre une formation peut m'aider à aller plus vite? Mais en fait, le processus de closing, de vente qu'on fait, c'est d'abord aider la personne à voir ce dont elle a besoin, quels sont ses challenges, ses obstacles qui l'empêchent d'avancer, quelles sont ses aspirations, et puis qu'elle croit en elle. Et d'ailleurs, si vous êtes coach en tout cas, ou que vous vendez du 1 à 1, si vous-même vous croyez pas en votre prospect, en sa capacité à réussir, normalement, éthiquement, il faudra même pas lui vendre. Après, ça peut se discuter parce qu'il faut pas rentrer non plus dans un syndrome du sauveur, tu vois. Mais si on aide notre prospect à voir qu'il peut y arriver, que c'est accessible et qu'il peut avoir confiance en lui et que nous, on a confiance en eux, naturellement, le prospect va avoir envie de travailler avec nous. Et d'ailleurs, nous, on a fait juste avec l'audience des coachs, on a fait 600 000 euros de vente les 3 dernières années. Bah, la plupart des clients achètent sans vraiment savoir ce qu'il y a derrière, en fait. Ils nous font juste confiance. OK, il y aura du temps, du coaching, des immersions, mais ils n'en savent pas plus. Parce qu'en fait, ce qui paye, c'est pas le produit, c'est je m'accorde l'autorisation d'y croire et d'avoir quelqu'un qui m'aide à avancer. Donc voilà, ça c'est en gros un peu la philosophie. Maintenant, si je rentre un peu dans la tactique, pour faire simple, passez du temps, offrez du temps à vos prospects. Mais quand on disait de ne pas offrir trop, pour le formuler autrement, surtout, il y a un truc à ne pas oublier, et en fait, j'en ai déjà parlé, hein, c'est quand on donne trop, le risque, c'est qu'on donne trop de conseils, alors que l'autre personne, ce dont elle a besoin, c'est un changement de mindset, de croyance. Et le problème, c'est quand on donne que de la tactique, ou quand on fait qu'un audit à notre client, il se dit, bon, bah, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Non, en fait, si aujourd'hui, tu n'as pas les résultats que tu veux, quelle que soit l'industrie dans laquelle vous êtes, et ben en fait, c'est certainement un problème de mindset et du coup, il faut passer du temps à aller creuser le mindset. Tu vois, et je terminerai sur ça. J'ai fait des visites de maison parce qu'on cherche à s'installer en Alsace. Et ben, un mauvais vendeur, comme la plupart des vendeurs le font, ou ils sont mauvais parce qu'en fait, il y a tellement de demandes qui se prennent pas la tête, c'est OK, vous cherchez quoi? OK, ça, on a. Ils parlent des caractéristiques. Alors que si vous voulez vraiment nous vendre, c'est OK, qu'est-ce qui vous amène ici? Qu'est-ce que vous attendez? Au lieu de débattre sur le jardin, il fait 20 mètres carrés ou 25, mais j'avais vu sur le plan que c'était 22. Bah, c'est OK, qu'est-ce que vous voulez faire dans ce jardin? Pourquoi c'est important? Ah, bah, je veux que ma fille, elle ait un trampoline, etc., etc. Et un bon vendeur, c'est quelqu'un qui s'intéresse vraiment aux besoins de la personne et qui aide le prospect à comprendre ce dont il a besoin. Et après, bah, vous êtes juste là. OK, bah, maintenant que tu as compris ce dont tu avais besoin, là où tu veux aller, bah voilà, moi j'ai ça à t'offrir. Tu peux prendre chez moi ou chez un concurrent, c'est comme tu veux. Ok, c'est hyper clair. Je vais prendre la liberté de reformuler un petit peu tout et résumer pour l'audience. Puis n'hésite pas à m'interrompre si à un moment j'ai mal compris ou si je résume mal. Donc, première chose à faire, c'est déjà déterminer ce qu'on vend et quel niveau d'implication personnelle ça va nous demander. C'est-à-dire que j'aime bien que le fait que tu citais, quand on est à partir de 1000, 2000 euros, c'est bien d'avoir une discussion en one-to-one avec son prospect avant de lui vendre. En dessous, quand on vend une formation à 40 euros, ça paraîtrait très bizarre d'accorder 1 heure d'appel découverte, voire même ça pourrait paraître suspect. Donc déjà, faire un petit peu le tri entre qu'est-ce que je vends et est-ce que ça nécessite que je parle en individuel avec mon client avant qu'il achète. Si oui, généralement, ça se fait via un appel découverte ou ce genre de choses, ou voire même, tu citais l'Airbus, un rendez-vous en one-to-one où je te paye le resto et je vais un peu te courtiser. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de passer du temps avec ses prospects. Donc, tu as parlé de l'étude de marché pour vraiment comprendre où sont les objections et au fur et à mesure, affiner et optimiser notre matériel de vente. Donc, ça peut être notre page de vente, notre tunnel de vente, nos emails, notre page à propos sur notre site internet pour déjà anticiper et commencer à traiter d'avance les objections. Le troisième point, c'est de mettre en place le relationnel avec ses prospects. Et ça, j'adore parce que c'est un truc que je répète tout le temps. C'est d'aider les personnes à voir ce dont elles ont besoin. En fait, de leur parler de la transformation et pas de leur vendre les caractéristiques et de leur parler d'eux, de ce dont ils ont besoin, de leur mindset et pas de la solution.
Et je pense que ça répond aussi à la question de j'ai peur de trop donner d'informations dans un appel découverte et qu'au final, la personne dise j'ai plus besoin de toi. Parce que un appel découverte n'est pas là pour donner une solution. L'appel découverte est là et j'ai adoré que tu dises ça pour donner la permission de passer à l'action, de montrer à la personne en face qu'on croit en eux et de leur dire ok, je crois en toi, si tu veux y aller, je suis prêt à t'aider, on va tout défoncer. Et donc vendre la transformation n'est pas la solution. Est-ce que c'est bien résumé? Bah écoute, c'est top, c'est top. Je vais prendre au montage cette section-là et puis la prochaine fois qu'on me pose la question, je te citerai me citer. C'est encore plus clair. C'est citaception. C'est ça, c'est ça. Et je crois que tu voulais aussi aborder le point de comment on fait en follow-up avec ceux qui ne payent pas. Est-ce que qui ne n'achètent pas maintenant, est-ce que tu veux qu'on en parle? Oui, ça c'est une très très grande question que j'ai Ouais. énormément de la part de mes élèves et aussi de mes coachés, de l'audience. C'est bon, ça arrive, voire même normalement ça arrive 9 fois sur 10, que la personne dise non parce que c'est pas le bon moment, elle a changé d'avis, elle était juste en train de se renseigner, elle n'avait pas décidé à passer à l'action. Est-ce qu'on relance? Combien de fois? Comment est-ce qu'on fait du follow-up? Ouais, super question. Déjà, c'est cool que tu parles de cette proportion-là et c'est important que dans cette démarche, tout le monde arrive avec un mindset d'abondance. C'est-à-dire, si vous êtes en mode j'ai des attentes que mon prospect va acheter, ça va nuire à votre appel, ça va vous mettre une pression inutile. C'est vraiment important que vous ayez l'impression, vous ressentiez pleinement que moi, je vais challenger la personne, je vais aider la personne, je vais la faire réfléchir d'une manière qu'elle a peut-être jamais eu à réfléchir auparavant. Si elle n'achète pas, c'est OK. Parce que si on se met une pression en mode j'ai qu'un appel ce mois-ci et si ça vend pas, c'est chaud, en fait, ça va saboter vos Ça va se performances. sentir, ouais. Ouais. Donc ça, c'est très important. Et du coup, le fait que je vais vous parler notamment de comment faire le follow-up, c'est aussi là pour vous rassurer, pour vous dire que, OK, en fait, à un instant T, vous allez avoir beaucoup de non. Mais moi, ce que j'ai appris quand je me suis formé, c'est des no for now. C'est non pour le moment, en fait. Combien de fois on a dit non dans la vie pro ou perso pour finalement dire oui après. Ok, donc ça, c'est important de savoir que un an, c'est un an pour le moment. C'est peut-être un mauvais timing, etc. Donc, nous, ce qu'on fait déjà, la première chose à faire, c'est d'avoir la discipline, d'avoir un répertoire d'appels. Un CRM pour ceux qui veulent aller plus loin. Alors, il y a HubSpot, il y a Pipedrive, vous pouvez utiliser Trello. Nous, on utilise SalesMate. En gros, c'est un outil où vous archivez les appels que vous avez faits pour pas vous retrouver dans 6 mois avec en mode ah tiens, salut, ravi de faire ta connaissance. Ouais, mais on s'est déjà appelé il y a 6 mois en fait. Oh, Tu la vois. situation de la loose. Donc c'est de noter. Donc, ça nous permet de mieux, on aura la personne d'avoir un peu de contexte, mais ça nous permet aussi de mieux suivre. C'est-à-dire que, par exemple, on peut avoir une routine. Ce mois-ci, je vais recontacter tous les gens que j'ai eu en appel le mois dernier. Et en fait, ce qui est cool dans ce genre de routine, c'est une routine parce que c'est pas je contacte les gens que quand j'ai besoin de vendre. OK, il n'y a pas de mal, culpabilisez pas si vous le faites parce que ça reste la réalité. Mais le fait d'avoir une routine vous permet d'être plus léger. En mode, tiens, la dernière fois, on avait parlé de ça, où est-ce que tu en es? Tu vois, ouais, Lingen, finalement, je préférais faire ça tout seul. Merci pour ton temps. Et puis plus tard, je travaillerai peut-être avec toi. OK. Donc, 2 mois après, c'est tiens, t'en es où par rapport à ça? Sans non plus être trop curieux si la personne, elle nous a pas encore donné son autorisation et sans être un peu mesquin en mode, tu vois, je suis sûr que tu n'es pas arrivé seul, donc donne-moi tes news. Ça avance pas. Ouais, je te l'avais dit. Donc ça, ce serait juste horrible. Donc, juste de prendre des nouvelles. Et puis, l'intérêt quand vous avez fait des bons appels stratégiques et que vous avez pris des notes, c'est que vous pouvez rebondir sur des points sensibles. C'est pas juste, alors c'est bien, le premier niveau, c'est quoi de neuf, comment ça va, mais si vous pouvez être en mode, tiens, la dernière fois, je me souviens, on avait vu que tu avais un challenge dans tes relations et tu voyais que ça affectait ta vie professionnelle. Je suis curieux, comment ça se passe aujourd'hui dans ton couple? Tu vois, si tu veux en parler, je serais ravi. Ça, c'est sur le fond. Sur la forme, n'hésitez pas à faire de l'audio. Moi, j'utilise beaucoup WhatsApp. Aujourd'hui, j'ai l'impression que 90-95% des gens utilisent WhatsApp. L'idée de WhatsApp, c'est que c'est moins intrusif qu'un SMS. Après, vous faites ce que vous voulez, c'est juste un partage d'expérience. Et puis, c'est aussi plus sympa. Tu peux mettre des photos, des vidéos, un audio. La vidéo peut être aussi très sympa, tu vois, en mode
Euh, j'ai pensé à toi, je suis en vacances là, on avait parlé de ça la dernière fois. Voilà, juste un petit coucou. Donc, de relancer plusieurs fois et idéalement de relancer avec un apport de valeur. Du style, ouais, je me souviens très bien, on avait parlé de ton rapport à la nourriture et voilà, j'ai tourné une vidéo la semaine dernière. Du coup, j'ai pensé à toi. Tiens, si tu veux la regarder, tu vois. Et ce qui va être important, c'est de créer de la conversation. Le pire truc à faire, c'est on balance un gros pavé, copier-coller qu'on envoie à nos 10 derniers prospects et ça crée pas de conversation. Il y a même une étude qui montre que par email, il y a une corrélation entre la longueur d'un texte et la rapidité à laquelle on répond. Par exemple, quand on fait un email court, il y a plus tendance à ce qu'on vous réponde rapidement que quand on fait un email long parce qu'on se dit, oh mince. Donc, vos messages vocaux, c'est pas un truc avec 3 vidéos. Tiens, je prends tes nouvelles. En plus, Un je te audio de donne de mes 8 nouvelles et je fais minutes. un autre truc. Voilà. C'est, tiens, comment ça va? Je pensais à toi. Où est-ce que tu en es par rapport à ça? Ravi d'avoir tes news. Et du coup, l'idée, c'est d'essayer d'avoir un autre appel avec la personne et puis après de rentrer à nouveau dans le processus. Une autre tactique que je donnerais, et puis je m'arrêterai là, c'est de créer des contextes, des autorisations ou des événements qui justifient la reprise de contact. Du style, je viens de sortir mon livre, j'ai pensé à toi, je suis sûr que ça te plairait. Du style, j'organise un atelier dans telle ville, j'ai pensé à toi, ça me ferait plaisir de te revoir d'ailleurs. Du style, là, je viens de lancer une nouvelle formation à 100 euros, mais elle est en prix découverte. Si ça t'intéresse, je t'en parle. Mais de pas donner le lien en mode je suis en train de te vendre. C'est, ouais, juste, j'ai pensé à toi, si ça t'intéresse, je t'en dis plus. Tu vois, et de trouver des excuses pour discuter avec la personne plutôt que d'arriver comme un cheveu sur la soupe. Ouais, Avec le bec enfariné, en mode hey, Coco, c'est moi. c'est ça. Coucou, c'est moi, j'ai à nouveau besoin d'argent. Est-ce qu'on peut discuter? Je retiens vraiment le no for now, donc le non pour le moment, que c'est pas un non définitif. Et je pense que dans beaucoup de cas, c'est ça, et qu'il faut pas avoir peur de faire du follow-up en respectant les règles que j'adore, hein, que tu nous as dites, de se créer des occasions, de le faire en mode très amical. Au final, c'est presque ça, pour prendre des nouvelles et pas tout de suite en mode je te relance et je te montre que je te mets la pression pour qu'on travaille ensemble, parce que c'est absolument pas C'est ça. l'objectif. Et est-ce que tu as des recommandations sur combien de fois relancer quelqu'un? Ouais. Alors, je viens de penser à un truc et je pense Vas-y, que c'est vas-y. important, mais je réponds à ta question juste après. C'est quand quelqu'un vous dit non, d'abord, c'est une suggestion. Je sais que tout le monde ne sera pas à l'aise, même moi, quelquefois, je ne me sens pas à l'aise de le faire. C'est de ne pas hésiter à demander le pourquoi. Tiens, c'est OK, merci pour ta réponse. C'est pas le bon moment pour toi et ça me convient. Est-ce que je peux juste te demander honnêtement quelles sont les raisons? Ça me permet, moi, de aussi améliorer notre processus, notre fonctionnement et d'avoir les vraies raisons. Parce que les vraies raisons vous permettent déjà de mieux relancer cette personne-là et de pouvoir mieux aider les autres. C'est-à-dire que idéalement, vous relancez pas les gens tous de la même manière parce qu'ils n'ont pas eu tous la même objection. Celle qui vous dit, je suis enceinte, dans 3 mois, je vais accoucher, donc je peux pas rejoindre ton programme. Tu relances pas dans 3 mois, quoi de neuf? Bah, je viens d'avoir un enfant. C'est ça, mon actu, tu vois. Et c'est OK. Et c'est peut-être de prendre de ces nouvelles, et puis 3 mois après, parce qu'elle vous a dit que elle prendrait 3 mois off, bah 3 mois après de la relancer, tiens, où est-ce que tu en es dans ta reconversion professionnelle, si c'est ce que vous faites. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais vous le partager. Pour les relances, pour moi, la réponse courte, c'est de manière illimitée, à condition que vous êtes dans le respect de la personne et que vous apportez de la valeur et que, allez, il y a un minimum de plaisir dans l'échange. C'est-à-dire, si la personne, elle vous ghost, clairement, elle n'a pas envie de vous avoir, bah, à un Oui. moment donné, ça sert à rien. Si vous prenez pas de plaisir, bah, en fait, l'autre va le ressentir de toute façon. Si vous n'avez pas envie de travailler avec elle, donc, oh, la relancer, bon, tu vois, faut que je te relance. Ma coach m'a dit que je devais te relancer. Comment on va essayer ça? Ça va se sentir aussi. Donc, tant que vous apportez de la valeur, pour moi, il n'y a pas de problème. Et pour moi, c'est important d'avoir une stratégie d'email marketing pour, parallèlement à votre travail commercial, d'avoir un travail marketing où il y a du contenu de qualité qui est envoyé régulièrement avec de la nouveauté. On est quand même dans un monde où
les gens aiment la nouveauté. Donc voilà, il y a une nouvelle vidéo ou un podcast ou un magazine ou un livre ou un sommet ou un challenge et de créer quelque chose parce qu'il y a des gens qui se sentent gênés d'avoir trop de relationnel avec vous parce qu'ils sont presque en mode je veux pas la déranger, j'achète pas, je culpabilise déjà, donc qu'elle me relance chaque mois, c'est too much en fait. Et du coup, moi je le sais dans mes clients, il y a des gens comme ça qui parfois même me ghostent, mais en fait qui lisent mes emails, qui s'inscrivent à mes webinaires parce que c'est un peu plus léger pour eux. Et ça, c'est aussi important. Il y a des gens qui ont besoin d'un peu plus de distance. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont pas intéressés. C'est juste que si c'est trop intense, ben, il y en a qui sont moins à l'aise. Et qui se braquent un petit peu aussi, ouais. C'est ça. Très intéressant. Cool. Bah écoute, ça me paraît hyper clair. Merci d'être rentré en fait autant dans les détails, même techniques, quand tu parlais des CRM, des choses comme ça. J'ai trouvé ça passionnant. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur ton actualité du moment? Donc, tu as ton nouveau livre qui est sorti. Ça fait longtemps? C'est ça. C'est ça. Alors, je l'ai vous le montrer, mais j'ai un livre Coach Prospère où on passe en revue notre méthode en 3 étapes. Effectivement. Là, on lance un sommet virtuel prochainement encore. On lance des challenges régulièrement et on a aussi lancé un nouveau programme qui s'appelle le programme Coach en Mission, qui permet aux coachs débutants et faux débutants de développer leur business. Et puis, d'une manière générale, mon actualité, c'est que nous, on est beaucoup dans du relationnel, on crée des événements, des webinaires, des ateliers. Donc, quel que soit, si vous nous écoutez en 2055, j'aurai quel âge? Ouais, ok, normalement, je serai encore vivant, j'espère. Venez juste échanger avec nous sur les réseaux sociaux, par email, et on sera ravis d'échanger avec vous si on peut faire quoi que ce soit. C'était ma question suivante. Si quelqu'un veut venir te faire un feedback sur l'épisode, te poser une question par rapport à ça, échanger avec toi, quel est le meilleur moyen de te contacter? Moi, je suis disponible sur Instagram. Donc, le meilleur moyen de me contacter si vous utilisez Instagram, c'est Instagram. Donc, c'est Lingensia, tout attaché, Lingenhsia. Et puis, sinon, sur ma chaîne YouTube, vous tapez mon prénom, nom. Mais on va dire Instagram, c'est le plus simple. Ouais. Je mettrai évidemment tous les liens dans la description. Je suis en train de noter en même temps. Yes. Lingen, c'était un véritable plaisir de t'avoir. Merci pour ton sourire qui, les auditeurs l'ont peut-être pas vu, mais en tout cas, je suis sûre qu'ils l'ont entendu. Merci pour ta générosité, pour tous les détails, pour toutes les méthodes que tu nous as données. C'était très précieux. Et puis, au plaisir de te recroiser bientôt pour notre prochaine collaboration. Yes, merci beaucoup Aline. J'ai pris beaucoup de plaisir. Et puis, salutations à tous ceux qui nous ont écoutés. Je vous souhaite le meilleur. Et puis, merci Aline pour ce temps qu'on a pu passer ensemble. À très vite. Et voilà les amis, pour cet épisode, ce que je retiens vraiment de l'échange avec Lingen et qui m'a vraiment marqué, je pense que c'est les 3 types de freins qu'il nous a partagés qui font que on n'aime pas vendre ou qu'on a peur de vendre. Donc pour vous les rappeler rapidement, c'était les freins méthodologiques, les freins émotionnels et les freins identitaires. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, il y a forcément des choses à creuser. Qui qu'on soit, quel que soit notre niveau d'appétence pour la vente, il y a toujours des choses à améliorer par rapport à ça. Et puis aussi après toute la méthodologie qu'il nous a donnée. Donc j'espère que vous avez tiré autant de valeur que moi de cet épisode. Et s'il vous a plu, comme toujours, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. J'adore vous lire, j'adore le fait que vous participez à votre petite échelle aussi au développement de ce podcast. Merci d'écouter autant les épisodes des auditeurs fidèles. Je vous aime de tout mon cœur. C'était le petit moment de cheesy. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!